Une comédie musicale, des genoux, une cloche, des choses qui ont un nom et le soleil. David a de très beaux yeux. Il dit souvent que quand il sera grand, il deviendra astronaute. Ce serait dommage qu'il devienne astronaute. Son gros casque cacherait ses jolis yeux. Le problème de David, c'est qu'il est très drôle. Ça ne serait pas un problème s'il était drôle dans la rue ou n'importe où ailleurs, mais il est drôle juste quand on n'a pas le droit de rire. Et je n'arrive jamais à me retenir lorsque j'en ai envie. Systématiquement, il dit des bêtises ou fait des grimaces. Et je ris et je suis puni. Mais je le dénonce jamais parce que j'ai un code de l'honneur. Et que je ne tiens pas à me prendre une balle dans le dos dans 15 ans si, comme dans les westerns, David est envoyé au bagne et qu'il en sort rempli de rancœur et habité de l'idée de se venger de moi qui l'aurait trahi. Aujourd'hui, ça n'a pas manqué. David était en face de moi. On devait tous répondre à des questions. Il a fait une grimace pas possible et moi j'ai ri. Donc je suis puni. Je dois balayer toute l'allée et plier des espèces d'écharpes en soie. Elles doivent bien avoir un nom, ces écharpes en soie. Tout a un nom. Lorsqu'on est penché, la moitié du corps à l'intérieur du moteur d'une voiture, Elvis ses outils à la main, moi qui tiens la baladeuse pour l'éclairer, je demande toujours « Comment ça s'appelle ça ?» en mettant le doigt sur un morceau de machin dégoulinant d'huile, sur un bout de truc graisseux, sur une extrémité suspecte de bitonio à cran usé, en espérant qu'un jour il me réponde « ça n'a pas de nom. » En vain. Idem avec ma mère et les fleurs, mon père et les arbres. Vous pouvez y aller, tout a un nom. Les métiers, les voitures, les fruits, les animaux, les pains, miches, couronnes, baguettes et flûtes. Et tenez-vous bien, même les étoiles. Ces lucioles strictement identiques les unes aux autres, là-haut dans le ciel, ces petits points qui reconnaissent pour certaines scintillent un peu plus fort que les autres pour faire leur maline, mais dans l'ensemble restent de pauvres points comme celui qui conclura cette phrase, ces points insignifiants ont des noms. Alors qu'elles sont mortes, c'est Dieu qui me l'a dit. Preuve que tout a un nom, même les choses mortes ont un nom. Estelle, qui a aussi été punie, passe un chiffon sur les bancs en bois. Psst, je lui siffle entre les dents. Comment ça s'appelle ça? Je lui fais, en montrant dans l'écharpe de soie. Estelle gonfle les joues et laisse échapper l'air lentement de sa bouche. Elle en a aucune idée. Quand on finit notre punition, on demande l'autorisation de partir et on pousse les lourdes portes. Estelle les pousse parce que moi je n'ai pas assez de force pour les ouvrir. Le soleil nous aveugle, nos yeux s'est habitués à l'obscurité. Sur les marches, on prend quelques secondes pour amadouer nos pupilles, puis on regarde la rue. Estelle voit la voiture de ses parents. Son père et ses grosses moustaches s'impatientent. Il fait derrière le volant de grands moulinets avec les bras, qui, malgré le calfeutrage de la Renault 19 flambant neuve, nous empêchant d'entendre ce que sa bouche marmonne, nous laisse parfaitement comprendre l'ambiance générale qui accompagne les volutes de la Gauloise dans l'habitacle. « Mais qu'est-ce que tu fous, Estelle, on va pas coucher ici !» Estelle dévale les marches en courant, en me faisant un coucou de la main. J'attends. Dehors, il n'y a personne pour moi. Mon père est en retard. Il est toujours en retard. Je m'assieds sur les marches et laisse le soleil me réchauffer. La lourde porte en bois grince en s'ouvrant derrière moi. Alors, Émilie Jolie? Je ne sais pas trop pourquoi ce surnom d'Émilie Jolie, puisque mon prénom n'est pas Émilie, ni même Emilia ou Émile, en raison d'une erreur d'un agent de l'état civil, comme cela arrive parfois. C'est bien simple, mon prénom ne commence même pas par un E. Tu es abandonnée, Émilie Jolie? À cause d'une comédie musicale, soi-disant. Ce qui ne m'avance pas énormément puisque j'ignore ce qu'est une comédie musicale. Et aussi parce que je suis jolie, soi-disant. Ça, je sais ce que ça veut dire. Ton papa ne vient pas te chercher? Il est en retard. Il est toujours en retard. Quand on parle du loup, sa quatrelle montre le bout de ses phares. Je descends les marches, fais un signe d'au revoir de la main et grimpe dans la voiture. Madame Aurier est barbante. Comme je n'arrêtais pas d'être puni, ma mère m'a inscrite à des cours supplémentaires. Ironie du sort, David y est inscrit aussi. Nous sommes les deux seuls élèves de ces cours particuliers, dispensés par Madame Aurier, qui est soporifique comme une émission de radio sans musique, un journal télévisé ou une conversation d'adulte quand il parle de la société. Pire encore, Madame Aurier est la tante de David. Ce dernier, s'il conserve ses beaux yeux comme attribut, perd tout son humour de crainte que ses facéties ne soient répétées encore plus hâtivement à ses parents du fait du lien unissant la délatrice temporelle, la délatrice potentielle et ceux qui ne manqueraient pas de se transformer alors en bourreaux. Plus aucune distraction. Je suis condamné à apprendre, réciter
et savoir. J'apprends, je récite, je sais. Barbant. Comme vous avez bien travaillé, on va se détendre un peu maintenant, annonce Madame Aurier, en nous donnant à chacun un verre-terre original. Elle en cale un au fond de sa bouche et poursuit. Alors David, dis-moi, y a-t-il des questions que tu souhaiterais poser sur la leçon d'aujourd'hui? Super, la détente. Je n'écoute pas la question de David, ni la longue réponse de sa tante. Je fixe un objet sur le mur et je prépare ma question. C'est une question qui, je le sais, n'est pas vraiment en rapport avec la leçon d'aujourd'hui, quoique. Mais c'est une question que je me pose depuis longtemps, que je n'ai jamais osé poser à quiconque. Et toi, tu as une question? Oui, je t'écoute. Madame Aurier sourit. Des rides s'agrandissent autour de sa bouche. Des rides sympathiques que je prends pour un encouragement. Je me lance. Pourquoi Jésus, il a des genoux aussi moches? Madame Aurier s'étrangle avec son verre-terre original. Je fixe le crucifix sur le mur. Elle y jette un coup d'œil. David aussi. Et il me semble évident que nul désormais ne pourra nier la vérité. Quel que soit le lieu où je le vois, Jésus a toujours des genoux très laids. Il a un beau visage, même penché sur le côté pour des siècles et des siècles, et même si ses yeux sont infiniment tristes. Il a des doigts fins et délicats, de belles mains malgré les clous qui les traversent et le sang qui coule. Idem pour les pieds. Il a de belles, longues jambes fuselées, dépourvues des poils frisottés qui couvrent celles de mes frères et de mon cousin Bernard quand ils sont en short. Ses cheveux ont l'air doux et pas du tout emmêlés. Il devait avoir un shampoing aux œufs ou à l'abricot, quelque chose qui évitait les nœuds en tout cas. En revanche, pointé vers tout le monde, la première chose que l'on pourrait toucher si on avait le droit de toucher Jésus sur la croix, il y a ses genoux. Deux boules d'os moches, cagneux et tordus. Alors pourquoi personne ne fait de beaux genoux à Jésus? Madame Aurier cherche une réponse en avalant un grand verre d'eau, en s'éclaircissant la voix et en se mouchant 3 fois de suite. Puis elle m'explique qu'il ne faut pas dire ça, que tout est beau chez Jésus, y compris ses genoux, que je ne sais pas bien regarder. Aujourd'hui, c'est la grande répétition. Estelle avance avec sa branche de buis à la main. J'attends mon tour. Les bonbons accrochés sur ma branche portent l'inscription « La pie qui chante ». Et pourtant, je n'ai jamais vu une pie chanter. Je me demande si les bonbons bénis font des caries. Ou alors des caries bénies? Mais à quoi pourrait bien ressembler une carie bénie? Un trou béant mais sans douleur? Quelle utilité? David, de l'autre côté de l'allée, avec un sourire dépourvu de caries bénies et de caries impies, me regarde, me montre sa branche de buis, la secoue pour faire s'agiter les bonbons qui y sont accrochés, et que je remarque être les mêmes que les miens, la pie qui chante, et il fait semblant de s'enfoncer sa branche de buis tout entière dans le gosier. J'éclate de rire. Émilie Jolie, viens voir ici. Oh non. Puisque tu ne sais pas garder ton sérieux, tu resteras pour t'entraîner à la cloche. Non, pas la cloche, je déteste la cloche. Tenir la cloche, c'est horrible. On ne fait rien du tout durant toute la messe, ce qui provoque une irrépressible envie de dormir contre laquelle on lutte fort. Fort, parce qu'on sait qu'à un moment bien particulier qui ne durera qu'une seconde, suite à une certaine parole, vous ferez cela en mémoire de moi. On va devoir secouer subtilement la clochette qu'on tient en main depuis le début et tout le monde dans l'église va baisser la tête et regretter ses péchés. Mais c'était impossible. D'abord, la phrase « vous ferez cela en mémoire de moi » est prononcée quelque 94 fois durant la messe. Comment savoir quelle est la bonne? Ensuite, en attendant le moment idoine, j'oublie et je pense à autre chose. Fatalement, le temps guetté en mémoire de moi arrive et je suis perdu dans mes pensées. Tout le monde baisse déjà la tête parce que eux savent que c'est maintenant qu'ils doivent regretter leur péché. Ils attendent quelques secondes que la clochette retentisse, mais il ne se passe rien. Alors ils doutent, relèvent un œil d'abord, puis les deux, regardent leurs voisins ou plutôt leurs chaussures, parce qu'ils gardent encore la tête pliée sous le poids de leur péché. L'un finit par tousser un peu. L'autre, plus aventureux, ou moins pécheur, qui sait, redresse le nez, et puis ils le font finalement tous. Ils relèvent la tête discrètement, tout en continuant à regretter leur péché au cas où, et ils cherchent la clochette du regard. Je sens des centaines d'yeux sur moi qui m'extirpent violemment de mes pensées, et prise de panique, je secoue la clochette frénétiquement, comme pour me faire pardonner d'avoir tant tardé à les faire pardonner eux, provoquant un boucan terrible qui enjoint toutes les têtes à se rebaisser fissa, plus par gêne que pour regretter quoi que ce soit. Je déteste cette cloche. Tout le monde est parti. Il ne reste plus que moi. L'allée que j'ai déjà balayée et la clochette que j'essuie avec un petit mouchoir en soie qui, quand on y pense, doit bien avoir un nom aussi. Émilie Jolie, viens me voir.
Je pose la cloche. Je m'approche de la petite pièce habituellement dissimulée derrière l'autel par une porte en bois soigneusement close durant l'office. Il n'y a personne. Je la traverse jusqu'à l'autre plus petite pièce tout au fond. Je reste sur le pas de la porte. Je ne sais pas si on a le droit d'entrer. Entre, Émilie Jolie. On a donc le droit. Le crucifix sur le mur n'est pas très grand, mais si petit qu'il soit, les genoux sont quand même hyper moches. J'essaie de fermer un œil, pour voir si je saurais mieux regarder ainsi. Approche, approche. J'approche. Est-ce que tu aimes Jésus, Émilie Jolie? Oui. Ouh là là, à tous les coups l'histoire des genoux moches est arrivée jusqu'ici. Maudite soit Madame Aurier, cette cafardeuse. Attendez un peu que je sorte du bagne où on va m'envoyer. Madame Aurier, une balle dans le dos et hop. Moi aussi j'aime Jésus. Tu vois, on a quelque chose en commun. Fais un peu de pliage, tu veux? Je plie des écharpes en soie. Tu veux voir une jolie chose? J'acquiesce. C'est une mallette avec une petite serrure et des numéros. Instantanément, je pense à JR. Elle s'ouvre et laisse entrevoir des papiers. Une Bible, un permis de conduire un peu déchiré et une pochette rectangle. La pochette est ouverte, des photos en sortent. Il y a tout le monde sur ces photos. Là, Estelle, Emmanuel, David et moi. Ici, David, Jérôme, Alexandre, Sandrine et Estelle, etc. Et puis, tous ont disparu. Il n'y a que moi. Là. Moi. Ici. Moi. Tu vois comme tu es jolie? Bof. Je prends une des photos pour m'y regarder. Ils sont jolis tes cheveux, Émilie Jolie. Je n'aime pas qu'on touche mes cheveux. J'ai de longs cheveux, de très longs cheveux qui font la fierté de ma mère et qui me rapportent beaucoup de pièces de 10 francs. Lorsque l'on croise une vieille cousine ou une amie de maman, elles me disent toujours « Oh mais dis donc, qu'est-ce que tu en as de beaux cheveux ?» Et juste après, elles me donnent une pièce de 10 francs. Mais mes cheveux font des boucles. Maman dit que je n'ai pas la chance que je ne sais pas la chance que j'ai. Elle dit ça en peignant ses cheveux raides comme la justice. Elle ne sait pas qu'une boucle, c'est caractériel. Ça n'aime pas qu'on essaie de la faire tenir droit. Lorsqu'on me brosse les cheveux, je pleure de douleur. Et lorsqu'on les touche, il y a systématiquement un doigt malhabile ou une boucle agressive. On ne sait jamais dans ces cas-là pour s'accrocher l'un dans l'autre et me faire crier. Donc je n'aime pas qu'on touche mes cheveux. Mais je ne dis rien. Je n'y avais jamais pensé auparavant, mais je n'aime pas qu'on touche mes épaules non plus, même s'il n'y a aucune boucle à cet endroit. Mais je ne dis rien. Je pose la photo. J'ai du mal à comprendre ce qui se passe. Je n'arrive pas à arrêter de trembler. Ça va bien se passer. Tu as confiance en moi, non? Hein, Émilie Jolie? Je ne peux pas répondre. Aucun mot ne parvient à se former dans mon esprit, et quand bien même aucun son ne sort de ma bouche, et quand bien même il en sortirait, la main posée sur ma bouche m'en empêcherait. Elle m'empêche de respirer aussi. Quand je m'écrase sur le sol, j'entends un craquement et je pense. Maman va me fâcher parce que j'ai déchiré ma robe d'enfant de cœur qui vaut si cher. Les dalles en pierre sont froides sous ma joue, glacées. Ça brûle tellement. Je regarde le crucifix sur le mur. Je crie dans ma tête, très fort, descends, viens m'aider, descends s'il te plaît. Derrière les lourdes portes en bois, je tremble encore. Mes larmes sont essuyées avec une écharpe en soie dont plus jamais je ne voudrais connaître le nom. Tu as été gentille, Émilie Jolie, mais il faut que tout ça reste entre nous, hein? Tes parents auraient vraiment très honte de toi s'ils savaient ce que tu as fait aujourd'hui. Mais je te promets de ne rien leur dire. Tu as confiance en moi, non? J'acquiesce. Les portes s'ouvrent. Le soleil m'éclate la gueule. Dehors, il n'y a personne qui m'attend. Je descends la rue. Chaque pas est une brûlure. Chaque pas me dit que je suis en train de mourir et de naître en même temps. Dans cette allée, où il n'y a personne pour me voir vieillir de l'intérieur à chaque fois que retentit le carillon de l'horloge principale. Sur la place, je m'adosse à la fontaine. Mon père arrive. Il arrête la voiture 10 mètres trop loin. Surpris de me trouver là, il descend, s'approche. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as été puni? Dans ma tête, les mots ne se fabriquent pas. Ils ont disparu. Ils doivent être quelque part dans mes yeux, et dans les grosses larmes qui en coulent peut-être. Mon père sort son mouchoir de sa manche et essuie mes yeux, et dit « Te mets pas dans cet état-là, va. Un jour tu finiras bien par arrêter de rire pour un rien. » Tandis que la voiture roule, je vois de petites taches se former sur mon jean. Je relève discrètement les jambes de mon pantalon. Mes genoux sont en sang.